Jour de législative en Arménie, les premières depuis la défaite arménienne dans le Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre sortant, Nicole Pachinian, est bien décidé à tourner la page et ouvrir une nouvelle ère de paix et de prospérité. En témoigne son volontarisme dans le cadre des négociations de paix sous l'égide de Washington. Ses gages aussi donnés à l'Azerbaïdjan et puis sa volonté, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, de diversifier ses alliances et se tourner vers l'Occident. Après que la Russie, parrain traditionnel, a abandonné l'Arménie lors de la dernière guerre. Russie qui voit aujourd'hui d'un très mauvais œil le soutien direct et ouvert des Occidentaux, Européens et Américains à Nicole Pachinian et qui a multiplié ingérences et opérations de désinformation dans le cadre de la campagne aux législatives. On reparle de tout cela ce soir avec notre invitée Taline Papazian, politologue, enseignante à Sciences Po, spécialiste de l'Arménie. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Bonsoir. Alors on attend toujours les premières estimations. Les bureaux de vote ont fermé il y a 2 heures environ. On aura ces premières estimations sans doute d'ici quelques dizaines de minutes. En tout cas, il semble que la participation frôle les 60%. C'est 10% de plus que lors des dernières législatives. Une participation à la hauteur justement de ces enjeux. Beaucoup parlent du scrutin le plus important depuis l'indépendance du pays. Depuis l'indépendance, je ne sais pas, mais depuis 1999, certainement. Donc, ça fait quand même un certain temps. Les dernières élections régulières avaient eu lieu après la défaite de 2020, donc dans un climat extrêmement différent. Et il faut dire que depuis cette période, donc en 5 ans, l'Arménie a cheminé sur une ligne de crête qui était vraiment très étroite et qu'aujourd'hui, les perspectives sont nettement plus positives. Et en effet, le Premier ministre sortant, Nicole Pachinian, a un programme qui est clair. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça, on aura les résultats dans quelques heures. Mais un programme clair, donc poursuite du processus de paix, ça, c'est un des enjeux les plus importants. Il y a 2 autres enjeux extrêmement importants. C'est d'une part la démocratisation, c'est-à-dire est-ce que la démocratie électorale est en train de se consolider en Arménie ou pas. Elle a enregistré de très nets progrès depuis 8 ans. Et là, aujourd'hui, on a une échéance majeure. Les choses semblent se dérouler correctement, pour ce qu'on peut en dire, en tout cas... par des observations simples. Donc le troisième grand enjeu, poursuite de la décolonisation, renforcement de la souveraineté du pays. Alors on en a beaucoup parlé, on n'a jamais vu, disons, autant d'interventions d'acteurs extérieurs dans une campagne en Arménie. Il y a eu donc cette démonstration de force, notamment des Européens début mai, des Européens et du Canada d'ailleurs à la veille de l'ouverture de la campagne. On a vu Marco Rubio débarquer aussi en Arménie et puis ce soutien très direct, très clair de Donald Trump à Nicole Pachinian. Comment est-ce que vous expliquez ce regain d'intérêt, disons, pour ce si petit pays dont on parlait si peu il y a encore quelques années? Parce que ce n'est pas un gain d'intérêt. Ce n'est pas un regain, c'est un gain. L'Arménie, en fait, était non existante dans la carte mentale de la plupart des États du monde depuis à peu près... justement, 1999, je disais tout à l'heure, donc depuis une vingtaine d'années. En 2018, avec la révolution de velours, elle avait eu un moment... Elle avait un moment attiré l'attention parce que personne n'attendait les Arméniens, en fait, dans cette bataille pour la démocratie, qu'ils ont mené et remporté tout seuls, et ça, c'est très important de le souligner. Et ensuite, il y a eu la guerre du Haut-Karabakh, où, en effet, il n'y a pas eu d'attention spécifiquement. Pourquoi ? Parce que l'Arménie ne représentait rien en termes économiques, en termes d'infrastructures, en termes démographiques. C'est évidemment un petit pays, ça ne changera pas. Mais en revanche, ce qui est en train de changer depuis quelques années, c'est que l'Arménie, ayant pris le parti de régler le conflit du Haut-Karabakh et pour le régler, de le retirer des mains de la Russie, parce que la Russie avait un monopole sur le règlement de ce conflit depuis environ une quinzaine d'années, en dépit de l'existence d'un groupe de Minsk qui réunissait 3 pays de l'OSCE, tout à fait, donc France, États-Unis, Russie, mais en réalité, la Russie avait un monopole sur ce processus, et l'Arménie a retiré ce monopole pour parvenir à régler le conflit, parce que tant que la Russie gardait cette carte dans sa main, elle gardait une épée de Damoclès suspendue sur la tête des Arméniens dont elle s'est servie et resservie. Et donc, en faisant cela, l'Arménie parvient à se repositionner sur la carte du monde. Et qui dit processus de paix sous l'égide de Washington, comme vous l'avez signalé au départ, dit route Trump. Et la route Trump, c'est quoi ? C'est le déblocage du Caucase du Sud. Donc l'Arménie regagne une place dans la carte des intérêts de l'Eurasie, de l'Europe, des États-Unis. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on regarde ces élections.
Et aux grandes dames donc de la Russie, hein, extrêmement présente dans cette campagne pour les législatives. Alors on le rappelle, il y a eu des menaces directes contre l'Arménie en cas de réélection de Nicole Pachinian, des mesures punitives déjà prises d'ailleurs ces dernières semaines, notamment sur les produits agricoles arméniens. Et puis cette campagne de désinformation massive un peu sur le modèle de ce qu'on avait vu en Moldavie et en Géorgie. Mais visiblement, ça a été bien au-delà. Enfin, cette désinformation a vraiment atteint des sommets. La Russie qui donc tente de garder la main sur son ancien précaré. Oui, non seulement son ancien précaré, mais là on a un cas assez unique qui est en fait le cas d'un pays qui fait encore partie de toutes les structures dans lesquelles la Russie est dominante. L'Arménie fait encore partie formellement de l'OTSC, de l'Organisation du traité de sécurité collective, même si sa participation y est gelée depuis plusieurs années. L'Arménie fait encore partie de l'Union économique eurasienne, donc la Russie peut tout à fait maintenant jouer la carte, et elle le fait, des sanctions économiques, énergétiques. Notamment donc sur le gaz, c'est ça la menace la plus importante qui pèse sur l'Arménie ? C'est une menace extrêmement importante, mais on le sait, la liberté a un prix. Les Arméniens ont sacrifié énormément pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, désamorcer ou neutraliser la carte du conflit du Haut-Karabakh qui était dans les mains de la Russie. Ce qui n'enlève rien à la légitimité de ce conflit, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais la Russie utilisait cette carte pour maintenir l'Arménie et l'Azerbaïdjan d'ailleurs dans une forme de domination. Donc ça a été désamorcé. Il reste l'énergie, il reste le commerce. La Russie ne se prive pas des menaces, et elle ne se prive pas d'ailleurs d'un certain nombre de passages à l'acte sur ces menaces. Les Arméniens savent qu'il y aura un prix à payer, et une partie de l'élection d'aujourd'hui donnera la réponse. Les Arméniens sont-ils prêts à payer un certain prix pour cela, et combien ? Mais est-ce que l'Arménie peut se permettre de, pour autant, tourner le dos totalement à la Russie, étant donné cette dépendance économique et énergétique que vous avez décrite ? Je ne crois pas que c'est ce qu'elle fait. L'Arménie est extrêmement prudente. Le gouvernement de Pachinian est assez fin, en fait, dans la manière dont il aborde ses relations avec la Russie. La Russie fait partie de la région. La Russie n'ira nulle part. Et donc, ce que fait l'Arménie, bien consciente de sa petite taille et bien consciente de ses dépendances, c'est de cheminer extrêmement progressivement, tout en proposant toujours à la Russie des solutions via des discussions qui sont compliquées. On le sait très bien, la Russie de Poutine ne sera pas intéressée par ces solutions. Il y a eu par exemple toute une négociation sur les voies de chemin de fer, parce que les voies de chemin de fer sont critiques dans ce dispositif du déblocage du Caucase du Sud. La Russie refuse les solutions rationnelles qui sont proposées par l'Arménie, parce que la Russie n'est pas intéressée à avoir un pays qui sort de sa conception périphérique d'empire. C'est ce que l'Arménie est en train de faire, elle sort de cela. Une mise sur l'étranger proche, hein, c'est une doctrine de la politique étrangère russe. Oui, l'étranger proche ou la périphérie, comme on voudra. Et comme la Russie de Poutine ne veut qu'une chose, c'est avoir des relations de vassalité avec ces anciens pays de l'ex-URSS, elle ne prendra pas les cartes qui s'offriront à elle. Il est donc possible qu'à un moment donné, l'Arménie doive faire un choix, mais pour le moment, elle ne se représente pas les choses dans une version binaire. La version binaire du monde, c'est bien la lecture que Poutine tente d'imposer à l'Arménie. Alors, quid des Européens ? On a vu donc cette démonstration de force en Arménie début mai, avec notamment ce sommet UE-Arménie, mais aussi UE-France. Emmanuel Macron, voilà, qui a véritablement apporté un très fort soutien à Nicole Pachinian à cette occasion. Les Européens qui, pourtant, ne sont pas intervenus, eux non plus, lors de la dernière guerre pour soutenir l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, qui courtise aussi, on le sait, l'Azerbaïdjan pour ses ressources énergétiques, notamment dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Est-ce qu'ils peuvent apporter des garanties de sécurité à l'Arménie ? Si vous entendez par sécurité une sécurité forte, au sens militaire du terme, je dirais globalement non, même si l'Union européenne est en train de devenir un fournisseur d'équipements défensifs militaires. Donc de ce point de vue-là, les choses ont évidemment avancé. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est à quel point les relations entre l'Arménie et l'Europe contribuent, s'installent dans une architecture de sécurité nouvelle en Arménie qui est bien plus vue sous le vocable de dissuasion douce, disons. Donc, d'un côté, multiplier les partenariats, multiplier l'intérêt pour l'Arménie d'une diversité de pays dans le monde, économiquement avant tout, pour pouvoir se sécuriser un maximum. Parce que les Arméniens ont appris aussi de leurs erreurs. Ils ont appris que avoir un partenariat de sécurité militaire
tout à fait bien cadré avec un seul pays ne sert à rien. Et au contraire, quand ce partenariat se déroule, vous lie à la Russie, les Arméniens ont aussi appris à leurs dépens que non seulement ce partenariat ne servait à rien, mais qu'en plus, il posait un certain nombre de risques sécuritaires au pays. Et donc, fort de cette leçon, les Arméniens diversifient leur diplomatie et ils construisent un appareil de défense et de sécurité qui leur est propre, avec bien sûr une diversité d'équipements et venant d'une diversité de pays, et également un secteur national dans ce domaine militaro-industriel qui est en développement. Et autre diversification des alliances, il y a aussi la relation avec les États-Unis. Donald Trump, on le sait, se targue d'avoir mis fin à 8 guerres dans le monde, parmi lesquelles la guerre Arménie-Azerbaïdjan. Avec ce projet, vous avez commencé à l'évoquer, de TRIP, cette Trump Route for International Peace and Security, qui désenclaverait la région. Pourtant, la normalisation des relations avec l'Azerbaïdjan, vous l'avez dit aussi, se fait au prix de très lourdes concessions du côté arménien. Il y a aussi cette question des réfugiés, des 120 000 réfugiés du Haut-Karabakh qui n'a pas du tout été réglée par ce processus de paix qui est toujours en cours sous l'égide de Washington. Et puis ces menaces aussi régulières de l'Azerbaïdjan qui parlent toujours de l'Arménie comme de l'Azerbaïdjan occidental. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même, malgré cette impulsion vers la paix et la stabilité dans la région, un risque de nouvel affrontement militaire ? Non, pas aujourd'hui, du tout. On n'est plus du tout dans la même situation. D'abord, l'Azerbaïdjan n'a plus carte blanche aujourd'hui pour faire la guerre. Les accords du 8 août 2025 ont véritablement éloigné la probabilité d'une reprise de la guerre à court et moyen terme. Et d'ailleurs, l'escalade au Moyen-Orient et la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran est venue prouver, si vous voulez, la solidité des accords de Washington. Donc, sur le dossier arméno-azerbaïdjanais, l'administration Trump, mais suivant cela, ce qui avait déjà été préparé et fait par l'administration Biden, a fait un travail de sécurisation de la région qui est véritablement important. Bien entendu, le traité de paix en lui-même n'est pas ratifié. Et il y a encore du chemin à parcourir avant d'en arriver à cette ratification. Alors, justement, à ce sujet, l'Azerbaïdjan exige encore certaines concessions de l'Arménie, notamment qu'elle modifie sa constitution avant la conclusion d'un accord de paix définitif. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'une disposition dans le préambule de cette constitution qui elle-même renvoie en fait à une loi qui avait été adoptée en 1989, donc à l'époque de l'Arménie soviétique, qui disait que l'Arménie et ce qui était à l'époque la région autonome du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan se réunifiaient. Donc on était dans un cadre soviétique, c'était évidemment extrêmement différent d'après, mais cette mention, l'Azerbaïdjan souhaite la voir disparaître. Et donc ça, Nicole Pachinian y est favorable ? Oui, Nicole Pachinian est favorable à ça, car il estime que le fait d'avoir tourné la page du Haut-Karabakh passera de toute façon par une refonte constitutionnelle qui comportera un certain nombre d'autres choses, bien entendu. Et c'est là qu'intervient le projet d'Arménie réelle. Vous aurez peut-être noté dans vos reportages le pins de la carte de l'Arménie qui orne les revers de veston de toute l'équipe de Nicole Pachinian. Eh bien, ce projet d'Arménie réelle, qui est, en fait, pour le dire très simplement, se concentrer sur le développement de ce qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'Arménie dans ses frontières internationales, eh bien, est le projet pour cette future réforme de la Constitution. Et ça, c'est accepté, disons, digéré par la population arménienne, cette perte du Haut-Karabakh, ou ça continue de polariser, de traumatiser la société ? C'est une blessure ouverte, c'est une blessure qui a seulement 3 ans. Donc, à l'échelle de l'histoire longue des Arméniens, c'est un battement de cils. La société reste bien sûr extrêmement polarisée, mais les résultats nous diront tout à l'heure une chose, parmi d'autres, mais en tout cas nous diront si les Arméniens font leur et acceptent ce processus de paix tel qu'il est en train de se dérouler depuis maintenant plusieurs années, pas seulement depuis 2025, véritablement depuis 2022 en fait. Et je pense que la réponse sera oui. Parce que beaucoup l'accusaient quand même d'avoir abandonné le Haut-Karabakh. Quelle est la position des autres candidats à ces législatives sur ce dossier ? Mais vous avez raison, en fait, c'est précisément le point faible d'absolument tout le monde. C'est que là où le candidat sortant a un programme clair, poursuite du processus de paix, les autres candidats n'ont absolument pas abordé la question qui est la question centrale de l'Arménie post-soviétique, qui est en fait quelle formule
formule de coexistence entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan post-soviétique. Et il n'y a aujourd'hui que le parti du contrat civil qui a une formule pour cela. Alors, ils tâtonnent, ils y vont pas à pas, les choses sont encore extrêmement incertaines sur le traité de paix sera-t-il ratifié ou pas finalement, mais n'empêche qu'il y a une formule qui est présentée. De l'autre côté, le parti du principal opposant à Nicole Pachinian, Samuel Garabédian, le milliardaire venu de Russie, dit de manière quasiment explicite que sans renoncer au TRIP, il fera tout pour ne pas l'opérationnaliser. Mais les citoyens arméniens entendent cela et ils comprennent bien qu'il y a là un risque de retour vers la guerre. Et donc, quelque part, le choix se fait aussi là-dessus. Au-delà de ces questions de guerre et de paix, quelles sont les autres préoccupations principales de la population arménienne ? Eh bien, la sécurité reste une préoccupation très importante, évidemment. Les problèmes de sécurité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont loin d'être réglés, même s'il y a ces avancées vers le processus, ces avancées du processus de paix. Il y a la question de la santé, sur lesquelles, là aussi, le contrat civil a réussi à enregistrer des avis favorables avec la mise en place d'une réforme de la santé, du système de santé et de l'assurance maladie, en fait. Les questions qui préoccupent, c'est également le niveau d'éducation. Donc, pareil, là aussi, le contrat civil a réussi ces dernières années à marquer des points auprès de la population avec un nombre d'écoles nouvellement construites qui était inégalé dans les précédents gouvernements. Donc, sur toutes ces choses-là, les citoyens arméniens ressentent des améliorations. Et je ne dis pas que le choix qu'ils font aujourd'hui, c'est entre les partis ou les candidats de leurs rêves, mais c'est quelque part entre le pire et le encore pire que pire. Vous l'avez évoqué, le principal adversaire, Nicole Pachinian, c'est donc cet homme d'affaires russo-arménien, Samuel Garabédian. Il a été arrêté en juin dernier après des propos qui ont été interprétés comme un soutien à un supposé projet de coup d'État. Il est depuis assigné à résidence. C'est largement son neveu, principalement, qui a fait campagne pour lui. Encore hier, il y a eu 6 candidats de son parti qui ont été arrêtés. Visiblement, notre correspondante nous en parlait tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'arrestations ces dernières semaines au sein de ce parti d'opposition. Les opposants, donc à Nicole Pachinian, parlent de dérive autoritaire. Qu'en est-il ? Monsieur Garabédian a pu aujourd'hui se déplacer dans le bureau de vote et voter lui-même. Donc, pour la dérive autoritaire, je pense qu'il faut attendre les résultats des élections pour voir véritablement comment les choses se sont passées. Ce qui est certain, c'est que le contrat civil a eu un cadeau empoisonné il y a 5 ans, quand il s'est retrouvé avec un Parlement où l'opposition était une opposition qui était honnie par la population, puisqu'elle représentait l'ancien régime, les gens qui étaient là avant 2018 et la révolution de velours. Et une situation qui serait extrêmement dommageable pour l'avenir de la démocratie de l'Arménie, ce serait de nouveau d'avoir une opposition qui soit mal structurée, qui ne fasse pas bien son travail de véritablement tenir la dragée haute au gouvernement dans les prochaines années. Il fait assez peu de doute que le contrat civil repassera en position dominante, en tout cas à l'Assemblée nationale, même si on n'a pas encore les résultats définitifs. Et c'est en fait la faiblesse des partis politiques qui est un véritable danger pour la démocratisation de ce pays, alors qu'à l'inverse, on a une société civile qui est très dynamique et qui en fait porte quelque part sur elle le poids de la démocratie de ce pays. Peut-être une dernière question. Il y a donc 2,5 millions de votants dans le cadre de ce scrutin. On dit à peu près 3 millions d'habitants en Arménie. 8 millions en dehors de ces frontières. Quel est le rapport entre justement cette diaspora et l'État arménien ? Est-ce que d'ailleurs ça a été abordé là aussi dans cette campagne, cette question ? Alors non, dans la campagne, ça n'a pas été abordé, ce n'est pas une question. Parmi les 8 millions dans la diaspora, ce qui compte en fait, ce sont les 2 millions qui vivent en Russie et qui sont soit encore citoyens arméniens pour un très grand nombre d'entre eux, soit qui ont des liens extrêmement forts, très actuels avec l'Arménie. Donc eux comptent, et ils comptent à tel point qu'il y a de fortes suspicions sur l'utilisation de cette diaspora, non seulement comme arme dans la guerre hybride, donc dans la guerre de l'information que la Russie a menée contre l'Arménie dans cette campagne à des niveaux qui sont vraiment, sinon inégalés, en tout cas inégalés pour l'Arménie, disons-le comme ça. Dans les campagnes précédentes, cette mobilisation était moins forte que cela, mais il est également
assez fortement question d'avoir amené en grand nombre, je ne sais pas exactement combien, une partie de ces Arméniens de Russie jusqu'à Yerevan dans les derniers jours pour les faire voter dans le bon sens. Merci beaucoup, Taline Papazian, d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et on suivra bien évidemment le résultat de ces législatives en Arménie à mesure que les résultats nous sont communiqués.